français parce qu'il y a beaucoup de boycotts. Je veux dire, là, je pense que ils ont quand même compris qu'il va falloir se battre. Hein. Bon, ils vont revenir, hein, ils reviennent assez vite. Ah, vous êtes là. Je suis désolée les amis, voilà, ils sont enclavés, ça c'est leur réalité de tous les jours. Donc, puisqu'on va à la découverte de Ayamé, on voit aussi la réalité des gens d'ici. Et ça fait partie de leur réalité, problème de connexion quasiment. Multi-enclavé. Voilà. Multi-enclavé, voilà. Excentré. Voilà. Donc. Hors réseau et géographiquement excentré. Difficilement d'accès. Alors qu'il n'y a que 19 km qui nous séparent de la capitale régionale. 19 petits kilomètres. Donc, vous avez vu la réalité. Donc, bienvenue en Afrique, les amis. Ça, c'est l'Afrique aussi. L'Afrique, c'est pas seulement les belles plages. Hein? Loin s'en faut. Voilà. Donc, nous allons pouvoir continuer. Alors donc, on va passer à la suite. Parce que si on reste dans l'Égypte, là, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. L'Égypte, voilà. Mais il y a des espoirs. Oui. Vous voyez. Alors, tout ça fait que nous retrouvons un peu quand même dans cette antiquité. Dans cette antiquité. Même s'il faut asseoir ça scientifiquement maintenant. Il y a beaucoup d'éléments en tout cas. Beaucoup d'éléments. Et même sans aller jusqu'à l'Égypte d'aujourd'hui, mais les confins sahéliens ou sahariens, au-delà du Ghana actuel, nous permettent, à travers certaines pratiques qui sont encore en vigueur dans nos coutumes ici, telles que la fête de l'igname que nous célébrons, alors que nous ne sommes pas grands consommateurs de ce tubercule. C'est quand même, ça porte interrogation. Voici un peuple qui consomme très peu l'igname, mais dont la fête symbolique, l'unique grande fête symbolique, s'appelle la fête de l'igname. Or, l'igname ne se cultive pas, n'est pas très florissante en zone forestière humide. C'est surtout dans les zones sablonneuses, telles que le Burkina, le Mali, le Niger, même au Sénégal, voilà. C'est pas une culture d'espace forestier où c'est très humide parce que ça pourrit très vite. Alors, quand on repense à cela, ça veut peut-être dire que nous ne venons pas du Ghana actuel, nous venons d'un peu plus loin. Plus loin que le Ghana. Voilà. Et des civilisations qui ont existé au Moyen-Âge, au 9e siècle, au 7e siècle, les villes prospères, les cités prospères telles que Aoudagos, Koumbi, Salé, et plus tard autres Gao, Djéné, Tombouctou, avaient des relations avec cette partie forestière de l'Ouest africain. Puisque nos parents ont laissé des histoires, des témoignages qui montrent qu'ils connaissaient l'existence de ces populations-là. Ils avaient des relations sous la couverture forestière. Tout chef haï, pour montrer qu'il est puissant, maintenant je parle sous votre gouverne, pour attester de sa puissance militaire. Parce que, comme je l'ai dit, nos parents sont, nos ancêtres sont des conquistadors. Mais quand on disait avant que le roi là, ou bien le chef là, il est canqué, c'est-à-dire il est, d'un point de vue magico-religieux, il est fort, il a des puissances occultes, c'est que ça vient de peuples qui ne sont pas des peuples de la forêt, mais des peuples sahéliens ou du désert, qui leur apportaient donc des puissances maraboutiques. Voilà. Et ils affichaient ça de façon ostentatoire, les bracelets, les gros bracelets, comme on voit par exemple, voilà. Dans la lutte de Sénégal, voilà, par exemple. Voilà, c'est ça. Et quand on voit ça, ça impressionne. Ça conforte, ça assoit sa puissance. Donc, ça veut dire qu'il y avait des relations. Et puis le commerce, depuis la côte, même avant l'arrivée des Blancs, l'huile de palme, des villes telles que Dabou, Tia-Salé, qui sont en bordure de mer, Grand Laou, pratiquaient le commerce de l'huile de palme, et plus tard le commerce des produits manufacturés des Blancs avec l'Interland, au-delà de la couverture forestière, avec des régions plus sahéliennes, telles que le nord de la Côte d'Ivoire, Kong,
Bondoukou, à telle enseigne que quand l'AI veut situer un horizon géographique lointain, il dit, ah, il est allé jusqu'à Kong, c'est-à-dire il est allé loin. Donc les gens connaissaient l'existence de culture, de civilisation, de peuple dans ces régions-là. Et même au-delà de ces régions qui aujourd'hui font partie de la Côte d'Ivoire, Kong, Bondoukou, du nord de la Côte d'Ivoire, qui sont proches des régions sahéliennes. Il y avait certainement, puisque eux aussi étaient en relation avec la population. Voilà. Donc, avant l'époque coloniale, il y avait des relations, il y avait une vie, il y avait une dynamique, il y avait une civilisation même qui était vivante et qui a existé jusqu'à l'arrivée des Blancs et qui a continué de prospérer après l'arrivée des Blancs. Parce que le commerce, la traite négrière aussi, les gens l'ont pratiqué à une échelle peut-être moindre que certains peuples du littoral, tels que le Sénégal, tels que le Bénin, mais l'esclavage a existé également. La traite négrière est passée également ici. Il y avait un fort, les vestiges sont là, à Dabou. Un fort comme à Elmina, il y a un fort à Dabou. Alors, je vais poser la question qui fâche en règle générale, parce que en faisant un peu le tour, nous avons appris que oui, il y a eu des rois qui revendaient les prisonniers qu'ils faisaient de leur conquête afin de se racheter des armes ou voilà, d'acheter de quoi protéger leur population. Est-ce que dans l'histoire qui vous a été transmise, dans le peuple, dans votre Aïe, est-ce qu'il y a Aïe. Est-ce que Agni. Est-ce que dans Agni, voilà, est-ce que dans le peuple Agni, il y a eu des rois qui ont eu recours à ça? Et est-ce qu'il y a aussi eu des rois qui ont mis fin à cette pratique? Est-ce que vous avez dans les transmissions Ouais, je disais tout à l'heure que même si la traite négrière a impacté, on peut le dire, hein, sans pudeur, l'ensemble des peuples africains, il y en a qui l'ont le plus subi, qui l'ont subi plus que d'autres. Ici, il faut reconnaître quand même que la traite négrière n'a pas eu un grand impact. Peut-être parce que les populations qui étaient établies ici sont d'abord des populations de conquistadors, comme je dis, et des gens qui étaient aguerris au métier de la guerre, à l'exercice de la guerre, qui savaient suffisamment se protéger, mais qui entretenaient les mêmes relations avec tous les autres peuples qui ont pratiqué l'esclavage, qui ont contribué à ce trafic des hommes. Dans la partie que nous connaissons ici, nous n'avons pas connaissance de véritable trafic d'esclaves. Par contre, sur le littoral, les populations du littoral ont joué un rôle d'intermédiaire avec les Blancs pour amener à ces Blancs-là des hommes du bois d'ébène. C'est à Tia-Salé, par exemple, les gens transitaient par là, à Dabou, où il y avait un fort, comme par exemple à Cape Coast, à Elmina, au Ghana. Voilà. Mais on ne peut pas parler de véritable phénomène de traite négrière, en tout cas en Côte d'Ivoire. Non. Ça, dans l'ensemble, tel qu'on peut, comparativement à l'échelle que ça a pris, même au Ghana voisin, au Bénin, au Nigeria, c'est pas du tout dans la même facture, dans la même ampleur. Bon, certainement que des gens ont été, mais c'était difficile parce que quand les gens sont forts, c'est difficile de les attaquer. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Les peuples fragiles sont plus accessibles et sont plus exposés, ont été plus exposés à ce phénomène-là. Et puis, il y a que les peuples, par exemple, Adiafong, dont nous faisons partie, je dis, nous appartenons à la même culture, à la même civilisation, au plan ethno-linguistique, hein, que ceux du Ghana, du Bénin, jusqu'au golfe de Guinée, du Bénin. Ces peuples-là ont certains, tels que au Bénin, le royaume du Bénin, le royaume du Dahomey, par exemple,
ont été des peuples qui ont été des pouvoirs qui ont installé des royaumes, mais des royaumes de conquête. Des royaumes de conquête qui ont duré dans le temps, avant l'arrivée des Blancs. Oui. C'est la différence avec... Nous sommes aussi royaume de conquête parce que quand nous avons fui du Ghana pour arriver ici, nous avons trouvé des populations qui étaient préétablies. Seulement, nous avons croisé très vite le Blanc qui a arrêté tout cela. Donc vous n'avez pas eu le temps... Donc on n'a pas pratiqué d'administration ou de politique d'esclavagistes ou de négriers. Voilà. Le Centreville n'a pas été un État négrier. Vous n'êtes pas venu assez tôt, en fait. Vous n'avez pas eu le temps d'agrandir. 18e siècle, début du 1725, les Blancs étaient déjà à Assini. En 1764, à peine 2 générations, ils étaient déjà à Assini, à Grand Bassam. Ils ont commencé leur pénétration, leur exploration, et ils ont commencé à s'assurer. Et à ce moment, déjà, la traite négrière tendait à voilà, c'est ça. Alors, justement, on a parlé hier, nous avons un peu parlé de la dynamique parce que il y a eu la traite arabo-musulmane et la traite intercontinentale. Et nous parlions effectivement de l'état d'esprit, donc la recherche première. Et même si la traite arabo-musulmane est celle qui a le plus duré sur ce continent, c'est celle dont on parle le moins. Le moins. Alors, selon vous, pourquoi quelle était la différence entre ces deux traites-là? Peut-être que la traite arabo-musulmane est moins documentée. Or, la traite négrière, bon, malheureusement ou heureusement pour nous, le Blanc, il écrit tout. Il écrit tout, tous les détails. Consultez les archives à Amsterdam, un peu partout, les archives de la traite négrière, mais c'est au détail près. Ce sont des descriptions méticuleuses des individus, des marchés, des ventes aux enchères, des lieux de provenance, des lieux de stockage, de parquage. Donc, c'est tellement, on dirait que c'était un plaisir pour eux de montrer que c'était un commerce légal, tellement légal qu'il fallait le documenter. Ça ne les gênait pas. Ils n'avaient pas conscience de faire du mal à qui que ce soit. Comme si un boutiquier aujourd'hui transcrit dans ses livres tous les détails de sa réserve. Alors, par contre, même si nous avons connu les voyages de certains grands géographes arabes, chercheurs arabes, mais ils n'ont pas laissé des témoignages ou des descriptions aussi fortes, aussi denses que les Blancs ont légué à l'Afrique. Et ça, c'est important pour nous. C'est au contraire cela qui nous conforte et qui nous interpelle dans la nécessité, dans l'urgence d'exploiter ce capital-là, avant que peut-être il ait l'idée de le détruire ou d'en dissimuler certains qui sont compromettants, comme l'appropriation de la RDC du Congo par le roi Baudouin. Qui en a fait sa propriété personnelle jusqu'aujourd'hui, et les documents attestent que c'est sa propriété jusqu'aujourd'hui, légalement. Légalement, la constitution du royaume de Belgique, le Congo est propriété du roi belge. Eh oui. Alors, je pense que... Et les Arabes, là aussi, même si toute guerre est économique, pratiquaient d'abord, sur fond de djihad, une conquête d'implantation pour amener l'islam. Je pense que c'est aussi là la différence. Les Blancs ne venaient pas à l'époque de la traite négrière pour s'installer. Non, au contraire, pour nous pomper, pour aller travailler chez eux. C'est là aussi une grande différence. Ce qui fait que les Arabes qui cherchaient à nous coloniser religieusement n'ont peut-être pas senti le besoin d'archiver nos rapports. Par contre, le commerçant blanc, le trafiquant blanc, lui, il avait besoin
pour la cause de son commerce, de tout écrire, de tout noter, pour voir ce que ça lui rapporte, les problèmes que ça lui pose. C'est toute une économie, l'économie négrière. C'est toute une économie. De la même façon que quand est née l'économie du café, le café a été un des premiers produits phares, peut-être même le produit phare initial, donc, du capitalisme. On ne parlait pas de la traite négrière avec quand le café était coté en bourse, le café originel, le café du Yémen. Le Yémen utile, le Yémen actuel, l'Arabie Saoudite ne comptait pas. C'est plus tard. C'est quand les Blancs ont réussi à voler les plantes et les arbustes de caféiers que le café a perdu de sa valeur. Sinon, ah non. Donc, ils avaient besoin d'écrire. Ils avaient besoin de maîtriser ce commerce-là, qui était toute leur vie. Quand les Blancs sont arrivés en Amérique, sans nous, l'Amérique aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Voilà. Donc, c'est une économie. Alors, ce que vous essayez de nous dire finalement, c'est que contrairement à l'esclavagisation arabo-musulmane qui était là pour imposer une religion, donc qui n'était pas à la conquête humaine, mais à la conquête idéologique et spirituelle, le blanc, lui, il est arrivé dans une conquête économique et humaine. Ouais. Voilà. Ça veut dire que le blanc n'était même pas venu pour vivre avec nous, pour partager notre vie. Non, au contraire, prendre notre vie. Parce que quand on sort d'un espace, la force vive, mais cet espace meurt. Mais non, ça c'était pas leur problème, c'est d'aller faire fructifier leur économie. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de royaumes m'ont raconté que leur première rencontre avec le blanc a été une rencontre cordiale. Ils ont même été invités à descendre sur nos côtes. Comment vous pouvez expliquer cela? Je veux dire, pourquoi, à votre avis, nous avons fait une telle chose? Heureusement que Dieu a créé l'Afrique et l'Africain. Et moi, j'ai l'intime conviction que c'est nous les vrais hommes, les véritables hommes que Dieu a voulu créer. Parce que nous avons en nous, jusqu'aujourd'hui, malgré le systémisme dévalorisant qui nous oppresse, nous avons encore beaucoup d'humanité en nous. Et Dieu a préservé, a entretenu cela depuis le début, depuis la création. Nous sommes très humains. L'Africain est humain, naturellement humain. Nous aimons faire percevoir et partager ce qui vient du dedans. Le blanc extériorise, l'Africain vit à l'intérieur. Et même dans nos relations affectives, l'Africain ne clame pas son sentiment. Il l'exprime en acte. Il le communique en acte. Et même quand il le dit en parole, c'est avec des mots qui sont dans un esprit avec beaucoup de circonspection, beaucoup d'humilité. La culture de l'humilité est partagée. Nous ne sommes pas des peuples qui avons une mentalité de l'ostentatoire. Non. Nous aimons au contraire que l'autre découvre ce que nous sommes. Nous ne l'affirmons pas, nous ne le clamons pas. Comme qui a dit ça, il dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Voilà. Nous faisons sentir. Nous faisons sentir. Nous faisons exprimer par l'autre. Par le constat du vécu. Et ça fait que quand les Blancs nous ont trouvés, c'est ce qui nous a habités, les prendre. Et puis il y avait la fascination de la différence de couleur, des cheveux, de l'apparence physique, physiologique. Et nous sommes en plus une population très spirituelle. L'Africain est très spirituel. Donc, on renvoie facilement ce qui est inconnu à la présence du monde de l'au-delà, à l'expression du monde de l'au-delà. Alors, c'est beau, voici des gens qui ne se présentent pas comme nous. Qui sont-ils? Ah, peut-être des divinités, peut-être des esprits qui ont pris d'autres apparences humaines.
il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais cette fascination-là a marché pour les Blancs, parce qu'eux, ils savaient qui nous étions. Voilà. Ils ont exploité cela. Ils nous ont eu, comme ils l'ont fait en Amérique, avec les Indiens. Ils ont été très bien accueillis en Inde, en Amérique, par les Indiens, à bras ouverts. Aujourd'hui, une bonne partie de la culture européenne, occidentale, ne serait-ce qu'au plan de la nourriture, vient des Indiens. La pomme de terre, les poivrons, tout cela, les tomates, c'est eux qui ont transmis cela. Mais le jour où ils ont découvert dans leur temple ces tonnes d'or, c'est fini. Et le jour où ils ont compris que, après avoir exterminé les Indiens qui ne résistaient pas à ce travail déshumanisant et destructeur de la canne à sucre, bon, ils ont dit, ah mais il y a des bras vigoureux là-bas, ils sont là-bas, ils font rien, on va aller les prendre. Et c'était des religieux en plus qui ont donné cette idée-là. Effectivement, l'Église a bien œuvré pour ça. Voilà. Alors, on parlait justement des grands empires, parce que l'Afrique avait de grands empires quand même. Oui. Selon vous, pourquoi, malgré tous ces grands empires, l'Afrique a pu être mise à genoux comme ça? Je veux dire, pour moi, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, comme on peut concevoir ça, c'est cette naïveté positive de l'accueil, de l'hospitalité, de la considération qu'on donne spontanément à autrui, qui nous a fait accueillir à bras ouverts ces gens-là, sans arrière-pensée, avec bon cœur, comme on dit, avec un cœur comme ça. Et on était loin de comprendre qu'ils étaient venus avec des calculs. L'Afrique, effectivement, surtout au plus chaud, aux heures de pointe de la traite négrière, l'Afrique avait commencé à mettre en place des grands empires, des grands ensembles politiques et qui ont fait leurs preuves. Mais c'était un impérialisme endogène qui était en gestation. On a connaissance des grands empires dans le Mandingue, même au Sénégal, avec voilà. Tous ces grands hommes qui ont commencé à fédérer des cités-États en des ensembles plus vastes. La Confédération Ashanti, Sékou Touré qui a commencé aussi dans le Fouta Djallon, même bien avant des célébrités monarchiques telles que Kankou Moussa. Bon, l'Afrique avait commencé à s'organiser, à se structurer. Les rapports de force ont toujours existé entre les ensembles, entre les humains même individuellement, encore plus entre des ensembles qui ont leur pouvoir, leur économie à étendre. Chacun cherche toujours à prendre chez l'autre. Mais ça, c'était endogène. Malheureusement, ça a été court-circuité par l'impérialisme exogène que nous ont imposé les Blancs, avec la force de persuasion que constitue l'arme à feu. Parce que, tout compte fait, l'Afrique n'a jamais développé une ingénierie, une grande ingénierie de guerre. Tout au plus, dans nos guerres, c'est quoi? C'est les coutelas, c'est les flèches, et puis le corps à corps. Voilà. Nous nous battons comme des guerriers. Voilà. On s'éprouve à soi. À telle enseigne que, chez les Blancs, quand ils font la guerre, les chefs sont quelque part sous une tente, même les Napoléons et autres, ils ne vont pas au front. Ils sont assis là. Chez nous, le chef va au front pour démontrer qu'il est fort. Et on dit, quand le chef est tombé, quand on a eu le chef, la guerre est terminée. Ah oui, parce que la tête est morte. La tête est partie. Et les Africains n'ont pas donc développé d'ingénierie de guerre, d'armada, de destruction massive. Les Blancs sont venus avec cela et c'était séduisant. Les Africains se sont laissés embarquer dans cela. Et bon, ça donnait ce que nous connaissons. Je crois que c'est l'avènement de la poudre à canon, du fusil, du canon, qui a fait la différence.
fait la différence. C'est ça qui Autrement, a fait si c'était dans les mêmes rapports de force qu'entre nous ici, je ne pense pas qu'avec son petit nombre, le blanc aurait fait la différence, aurait eu le dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on parle de Kankou Moussa, évidemment, il y a d'autres aspects. Il y a la séduction matérialiste qui a suivi, la pacotille, voilà. Les biens de consommation. Oui, qui nous ont offert. Ah oui, bien sûr. Voilà. Les miroirs, les peignes, les cotonnades. Les parfums, les parasols, les baldaquins. Voilà, c'est tout ça. Alors qu'au départ, dans leur aventure, quand ils se sont lancés, les autres Christophe Colomb et autres Magellan, c'était pour rejoindre l'Inde. C'est incidemment qu'ils ont abordé nos côtes. Et ils ont découvert que, mais ceux qui recherchaient les épices, il y en avait quand même sur nos côtes. Ils ont commencé à s'introduire de façon... Lorsque l'idée de trouver des remplaçants aux Indiens leur est venue, ils ont dit, oui, mais là aussi, il y a de la matière. Allons les prendre. Voilà. Alors, beaucoup de gens comme Kankou Moussa, c'est vrai que dans l'histoire, on entend quand même beaucoup d'abominations sur eux et on ne sait plus quelle vérité choisir finalement. C'est de bonne guerre. Mais si le blanc ne fait pas ça, s'il n'orchestre pas cette disqualification de ces personnages-là, ça contredit la vérité systémique au plan idéologique. Ah oui, faire apparaître Samori Touré comme le sanguinaire qui faisait piler des bébés. Lorsqu'il présentait, il prenait des villes, il faisait la razzia, la politique de la terre brûlée. S'il ne démontrait pas cela, s'il ne véhiculait pas ces stéréotypes-là, ça voudrait dire que Sékou Touré a été un héros, un génie militaire, un génie patriote. Ah oui, parce qu'il était arrivé à opposer à la force française une résistance telle que il s'en est fallu de peu que, comme cela s'était passé en Égypte avec les Italiens, les Français seraient partis et que les Français partent. Oui. Malheureusement, toujours avec la traîtrise, la séduction des biens manufacturés, voilà, ils ont fini par l'avoir. C'est des stéréotypes qui ont été bâtis de toutes pièces. Quand on sait qu'il a laissé des témoignages aussi, oraux, et même certains qui savaient écrire, parce que c'était un grand chef religieux en même temps, ont laissé des témoignages, en Guinée notamment, où des gens, jusqu'aujourd'hui, lui vouent un véritable culte d'admiration. Comment quelqu'un comme ça peut être présenté comme un suppôt du diable. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Quand ça ne va pas, on dit, c'est un sanguinaire. Béanzin, où il a fini? Voilà, au Bénin. On l'a envoyé, c'est lui qu'on a envoyé à chose. Oui, voilà. Quand ça ne va pas, ils réussissent à les attraper et puis on les diabolise au maximum. Voilà. Ce sont des sanguinaires, ce sont des suppôts du diable. Donc, des gens qui ont construit des royaumes ne peuvent pas être des gens qui... Bien sûr, chaque politique a ses travers. Et puis, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes à des époques où les mentalités sont nettement différentes. Les échelles de valeur ne sont pas les mêmes que nous pratiquons aujourd'hui. Les rapports de force non plus. Les rapports de force non plus. La conception de la vie, du monde, de l'humain, sont totalement des choses qu'il faut prendre en les insérant dans leur contexte historique. Avec les esprits en présence, avec les réalités en présence. Pour bien comprendre. Il ne faut pas condamner pour condamner. Je crois que j'en ai discuté une fois avec toi. Dans ce que les chrétiens confessent, la communion des saints. Et il y a un évêque togolais qui a fait un post que j'ai aimé. Il dit, mais pourquoi voudrait-on que nos ancêtres ne soient pas éligibles à la communauté des saints, à la communion des saints, au plan religieux, au plan de la foi chrétienne catholique? Pourquoi? Si tant est que tout le monde naît avec une connaissance naturelle du bien, une connaissance innée du bien et du mal,
Mais si ces gens-là qui ne connaissaient pas l'évangile, qui ne connaissaient pas, qui ne l'ont pas pratiqué, ne connaissaient pas l'existence d'un Dieu qui est passé après eux, et qu'ils ont fait du bien dans leur vie, pourquoi voudrait-on les rattacher au diable? Pourquoi voudrait-on qu'eux soient perdus? Il dit, c'est pas possible. Ils sont éligibles. S'ils ont fait du bien, ils ont construit le monde, ils ont construit leur vie, ils ont eu souci de l'humain, ce sont des saints. Ils sont éligibles à la communion des saints. Alors ça m'a... Et puis un jour, j'ai lu un extrait d'une conférence du pape François, dans laquelle il a dit, devant les cardinaux, hein, Jésus n'est pas venu imposer la pensée unique. Ah oui, c'est très fort. Sans cela, il ne serait pas, si tel avait été le cas, il ne serait pas venu pour prêcher une vérité universelle. Or, il a visé l'universalité dans l'évangile. Aller jusqu'au bout du monde. Voilà. Donc, c'est pas la pensée unique. C'est les Blancs qui ont dénaturé cette approche-là. Parce que ça sert plutôt ça servait à leurs intérêts. Alors aujourd'hui, beaucoup d'Africains, malheureusement, parce que comme j'ai dit, moi qui suis du Sénégal, j'ignore beaucoup de choses de l'Afrique. Il y a beaucoup de vérités, beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes qu'on entend. Et depuis que j'ai commencé ce voyage, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui sont fausses. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'Afrique d'aujourd'hui, à cette jeunesse, afin de pouvoir aller chercher son histoire peut-être autrement? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire selon vous? C'est tous azimuts, parce que c'est un travail qui est d'abord du ressort de la compétence, de la responsabilité de chaque Africain. C'est un investissement sur les mentalités. C'est une mobilisation de chaque esprit, de chaque talent, de chaque intelligence africaine. Il faut que chacun arrive, ne serait-ce qu'à un certain niveau, à comprendre que nous pouvons être autrement. Nous pouvons devenir autrement que ce que nous sommes. Mais c'est le plus difficile. Parce que ça, c'est pas évident. Ça, il n'y a pas d'école pour cela. Ça commence à la maison, ça commence en famille, ça commence dans le quartier, ça commence dans le village. Ça commence par l'implication, l'intérêt qu'on porte à la chose de ce soir, à la réalité, au vécu de ce soir. Même quand on est né là, comme ici nous sommes à Yamé, et qu'on ne s'implique pas, on ne s'intéresse pas dans la vie de son village, comment voudrait-on qu'il y ait le moindre indice de changement? On dort, on se complaît, on végète dans ce que nous sommes et que nous trouvons peut-être normal. Le retard nous est devenu si familier, le recul nous est devenu si familier que ça semble être la norme. Comment réagir? C'est chacun à son niveau d'abord. Parce que quand bien même on intégrerait ça dans les manuels scolaires, dans les systèmes pédagogiques, dans les programmes de politique d'éducation populaire, j'en passe. Si chacun ne fait pas cet investissement, ce réarmement moral, intellectuel, psychologique, on n'y parviendra pas. C'est la mobilisation des consciences individuelles et collectives qui va faire le véritable travail. Mais il faut des facteurs déclencheurs, c'est vrai. Il faut que les structures, les institutions s'y mettent pour déclencher le processus. Et moi, je suis tellement heureux de ce qui se passe aujourd'hui et dont souffrent nos frères des pays qui ont commencé à faire la révolution. Sans cela, on va continuer à aller en arrière.
Donc finalement, il faut féliciter le Mali, le Sénégal. Ah oui. Parce que c'est un courage qui n'est pas donné au premier venu. Mais en toute révolution, il faut qu'il y en ait qui se sacrifient, qui acceptent, qui voient l'importance du sacrifice, qui voient que ça doit changer, qui comprennent et qui se mettent en avant, qui ouvrent leur torse. Ça a toujours été comme ça. Vous me réchauffez le cœur parce que je suis sénégalaise et je suis tellement fière. Oui, c'est une réalité parce que le plus facile, c'est de rester comme ça. Mais pour combien de temps? Toute notre vie. Ad vitam, ad aeternam. Voilà. Alors, il y a des gens qui me posent certaines questions. Donc, ils ont certaines questions. Alors, j'en ai deux notamment. Il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous pourriez nous parler de l'histoire de Abla Pokou? Alors, je ne sais pas du tout qui c'est. Bon, elle est de l'ethnie baoulé. C'est la première reine du peuple baoulé qui occupe, disons, en gros, le centre de la Côte d'Ivoire et même un peu le centre-sud de la Côte d'Ivoire. C'est une grande ethnie qui fait partie de la même civilisation Akan, la grande civilisation Akan à laquelle nous appartenons, nous les Agnis. Les Agnis sont composés de 6 grands royaumes, 6 grandes branches. Et puis les Baoulés aussi comportent beaucoup de composantes dans cette sphère du centre de la Côte d'Ivoire. Alors, où se trouve son royaume aujourd'hui? Où se trouvait? Je veux dire, est-ce que ce royaume existe encore aujourd'hui? Oui, il existe comme le nôtre existe. Mais ce sont... Alors, les amis, on va pas lui poser des questions sur le royaume de quelqu'un d'autre. Nous allons essayer d'aller dans ce royaume nous-mêmes. Voilà. Je pense que ça serait plus sage. Oui. Voilà. Alors, normalement, le chef-lieu reconnu, attesté du royaume baoulé, c'est Sakassou. La ville de Sakassou. Voilà, c'est Sakassou. C'est là qu'elle s'est installée. Voilà. C'est pas Yamoussoukro. C'est pas Boaké. Sakassou. Et aujourd'hui encore, est-ce que... Il y a une reine qui est là. Ok. Il y a une reine. Donc, parce que, nous ne pouvons pas quitter la Côte d'Ivoire sans aller à Sakassou. Ah non. Contrairement à nous, les Agnis sans vie, d'une façon générale, nous, les Agnis, les Baoulés ont accepté le principe de la royauté assumée, exercée par une femme. Parce que dans leur histoire, c'est cette femme-là qui a conduit, qui a piloté l'exode ici. Et nous sommes arrivés ensemble, nous les Agnis et les Baoulés. Nous avons opposé la même résistance, une résistance commune à nos oppresseurs dans le Ghana d'où nous sommes partis. Voilà. Et c'est la défaite qui nous a fait fuir ensemble. Et c'est dans l'installation qu'eux, ils ont porté leur marche vers le centre de la Côte d'Ivoire. Ils se sont d'abord arrêtés pendant un bon moment à Tiasalé, qui est un peu plus vers le sud ici, avant de remonter vers le centre. Sinon, et nous avons une langue qui est pratiquement la même, on se comprend. Nous avons les mêmes pratiques culturelles. Voilà. Donc, entre un Baoulé, et nous sommes des alliés. Entre un Baoulé et un Agni, il ne peut se passer aucune affaire qui ne soit réglable. Il ne peut exister de scandale. Alors, les amis, on ira poser la question directement dans ce royaume. Voilà. Alors, il y a une autre personne qui demande sans arrêt, est-ce que vous connaissez la révolte des abeilles? Des abeilles? Oui, ça, c'est à l'époque coloniale. C'est à l'époque coloniale. C'est la répression coloniale, à Beauville notamment, qui est la capitale du peuple abbé, qui fait partie aussi du peuple Akan. Voilà. Les Aké, les abeilles. C'est quoi cette révolte? Ah, ben, ils ne voulaient pas se soumettre. Ils ne voulaient pas se soumettre. Ils ne voulaient pas de la colonisation. Ils ne voulaient pas de l'indépendance. Et vraiment, ils ont été matés. Comme nous aussi, le sans-vie, ce royaume du sans-vie a été maté à l'aube de l'indépendance, en 60 et en 67. Notre histoire est une histoire douloureuse. Si vous voyez que nous sommes difficilement accessibles, nous vivons encore les stigmates, nous subissons encore, nous traînons encore les stigmates de cette histoire. Alors, on va essayer de se tourner un peu vers vous pour parler un peu de aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, malheureusement, la colonisation, toute cette histoire, vous déplorez quand même que vous déplorez la disparition de ce que vous êtes. Absolument.
Absolument. On déplore cela parce que on a tendance à vivre au-delà de ce que nous sommes. Et c'est des structures qui nous ont été imposées. Par exemple, aujourd'hui, la télévision. La télévision est entrée dans nos familles et c'est finalement elle qui donne l'orientation aux différents membres de la famille. Le papa qui a une vision un peu traditionnaliste, même conservateur de l'évolution des choses, est battu en brèche. Et nous subissons donc cette influence extérieure là que le monde se donne. Excusez-moi, je vais juste vous le mettre comme ça va permettre de vous entendre vraiment. Nous subissons cette influence extérieure parce que c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi et quelque chose qui a pour but de nous assujettir à l'évolution des choses. Quand on parle de mondialisation, avec qui on va à la mondialisation? Mais c'est avec les peuples les plus faibles qu'on veut inclure dans cette vision des choses. Et eux, ils se donnent les moyens pour le faire. Et nous devons trouver moyen de résister. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'avoir des personnes qui, dans l'ombre, comme j'aime beaucoup prendre cette image de la Bible qui parle du levain qui fait monter la pâte. Ce que les uns et les autres sont en train de faire, mais qui restitue la vérité historique, c'est comme si c'était David qui s'attaquait à Goliath. Mais finalement, je pense que Dieu est toujours du côté de David. Et parce que l'humanité elle-même, l'Africain est dépositaire de l'humanité qui est en train de se perdre ailleurs. Quand tout le monde, tout l'être humain va être dépossédé de son humanité, c'est en Afrique qu'on viendra trouver cette humanité-là. Et c'est pour cela que moi j'ai confiance à ce travail, ce travail de titan qui est en train de se faire, mais que dans le temps va trouver, disons, une issue favorable, parce que on dit aussi que Dieu, son autre nom, c'est le temps. Et quand on compose avec le temps, et quand on a foi en ce que nous faisons, je pense que nous pouvons avoir gain de cause. Parce que toute cette jeunesse-là, à un moment donné, quand on s'assoit, on se dit, mais où va cette jeunesse? Mais à un moment donné, ils vont se retrouver face au vide. Ils sont obligés de jeter un coup d'œil en arrière pour dire, attention, ce que nous disaient nos parents n'est pas aussi faux que ça. Et aujourd'hui, il y a des faits contradictoires, tellement contradictoires. La dernière fois, par exemple, les fables de La Fontaine, ce sont des choses qui ont été travesties. Et voilà. Et donc ça, quand un Africain reçoit ça, mais il est fouetté dans son orgueil et dans son amour propre pour dire non, on veut nous faire croire, on veut nous faire passer pour moins que rien, mais en fait, nous représentons quelque chose. Et c'est ça, cet instinct grégaire là nous donne de pouvoir considérer tout ça et d'avoir de l'espoir pour demain. Mais le tout, c'est de ne pas baisser les bras et de saisir ces opportunités là pour toujours parler pour mettre les consciences au niveau actuel et réel des choses. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous réjouir de ce que, individuellement, et comme le fait sans bruit, mais en multipliant le nombre de partages, le nombre de personnes qui apprennent ces réalités-là, parce que quand vous venez, et que vous venez à la source, c'est pas j'ai entendu dire, non, moi, on m'a dit, et j'ai vécu, j'ai rencontré les personnes, et qui m'ont raconté ceci, c'est différent. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, moi, je souhaiterais, avant de partir, vous dire toute mon admiration et puis tous mes encouragements.
Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie parce que ici, nous tous d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont levés tôt pour ne pas rater ce moment. Tout à fait. Justement parce qu'on se disait qu'aujourd'hui, nous lisons beaucoup, mais nous allons plus dans la transmission orale. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une rupture entre les anciens, donc nos traditions, nos valeurs, et l'Afrique d'aujourd'hui? Et comment faire pour pallier à cette rupture qui devient de plus en plus flagrante? Parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nos enfants vont aller vers TikTok, ils vont aller vers la télé, ils vont aller vers la lecture, mais nous allons plus aller demander des renseignements à nos ancêtres, à nos grands-parents, parce que pour nous, ils sont d'une autre époque. Et de toute façon, presque nous avons cette manie aujourd'hui de croire que tout ce que le blanc a écrit est vrai, parce que vous ne détenez pas la vérité. Alors comment faire pour qu'on puisse revenir quand même, parce que la transmission orale, c'est ça aussi l'Afrique, ça fait partie de nos valeurs. Tout à fait. Et comment pouvons-nous faire? Parce que moi je suis maman, comme la plupart des gens qui sont là, et la question c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous allez vous éteindre avec énormément de choses, parce que vous êtes encore d'une autre époque, vous avez écouté, on vous a transmis, mais aujourd'hui vous n'avez plus personne à transmettre toutes ces informations. Tout à fait. Alors, non, je dirais que il y a des éléments actuels, contemporains, qui sont des facteurs de large diffusion d'informations. Internet, par exemple, aujourd'hui, comme on appelle la télévision aujourd'hui, c'est le contenu qu'on doit veiller, c'est sur lequel on doit veiller. Si le contenu est bon, il n'est pas dévalorisant, il n'est pas travesti, mais la bonne information va arriver, parce qu'on sait que les enfants, ils sont accros à ces appareils-là. Ils passent beaucoup de temps là-bas. Mais il faut que l'information, et ça par exemple, quand je parle du cas du Mali aujourd'hui, du cas du Sénégal, où vraiment les jeunes, ils bousculent, ils font passer les vraies informations, mais tout jeune va se sentir solidaire de cette affaire-là. Donc nous qui sommes les plus âgés, nous avons à le soutenir et à leur donner les informations vraies pour que l'essentiel puisse demeurer. Et donc il faut toujours les encourager, il faut toujours ne pas toujours mettre une croix rouge sur ces appareils-là, mais ce sont des facteurs de diffusion très 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 importants. Et la voie orale, l'oralité, c'est l'Afrique, et c'est par là que nous transmettons beaucoup de choses. Et puis petit à petit, tout va passer à l'écrit ensuite, parce que l'écrit c'est pour conserver. Mais ce n'est pas désespéré de le faire. Je pense que ce que vous êtes en train de faire est un élément. S'il y a 2, 3, on en parlait tout à l'heure, 10 personnes, 15 qui sont mues par cette volonté-là, ce désir vraiment vital de propager cela, de partager cela au monde entier, mais il y a beaucoup qui seront intéressés et qui vont s'accrocher à ça et s'abonner et se dire non, les vraies informations on les a avec telle personne, parce que la méthodologie avec laquelle elle diffuse les informations est indubitable, parce que elle va aux sources, elle se déplace elle-même, elle est sur le terrain, et les informations qui ressortent du terrain sont les véritables informations. Et je pense que c'est cela. Alors, vous avez dit quelque chose, et ça va être ma dernière question pour vous. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit il ne faut pas donner des informations dévalorisantes. Alors, je tiens à vous dire quand même que beaucoup de gens aujourd'hui par exemple, il y a certaines qui nous reprochent de parler de l'esclavagisme, mais de nos esclavagistes, parce que nous avons eu nos esclavagismes. Est-ce que pour vous, l'histoire, nous devons la relater dans toute sa véracité, c'est-à-dire ce qu'il y a de bon ou pas, ou aujourd'hui le peuple africain a besoin d'entendre juste des gloires et tout ce qui est moins bien, il faut le cacher? Non, il faut dire la vérité. La vérité, c'est comme on ne pourrait pas cacher le ciel avec sa main. Non, la vérité a besoin d'être su. Et on dit souvent toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, mais ça dépend du moment dans lequel on le dit et de la manière dont on dit cette vérité-là. Mais la vérité, faut jamais la cacher, parce que si tu la caches, elle finira par sortir quelque part. Et dans quelles conditions ça va être pris? Donc la vérité, il faut le dire, il y a eu tel événement
à telle époque. Et voilà. Et voilà aujourd'hui quelles conséquences, parce que ces événements-là ont eu une conséquence sur nous. Et donc, ça permettrait alors de comprendre alors ce qu'on vit actuellement par rapport à cette vérité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit repartir dans cette époque passée-là. Non, il faut tenir compte de cela pour orienter sa vie. Voilà. Je crois que c'est ça. Je l'écoutais attentivement dans la première partie de son intervention. Les problématiques que vit l'Afrique sont, moi j'insiste là-dessus, je reviens toujours là-dessus, parce que quand on connaît d'où vient un problème, une problématique c'est quoi? C'est la nature des problèmes et le nombre de ces problèmes. Alors peut-être qu'on est un peu plus avancé pour la réflexion, pour l'analyse et faire des propositions. Les problématiques que nous vivons, que connaît l'Afrique, que subissent, parce que c'est des problématiques que nous subissons depuis des générations. Leur nature sont, à mon sens, je le dis, je le répète, à deux niveaux. Au niveau structurel et au niveau idéologique et systémique. C'est la maîtrise de ces deux paramètres problématiques africaines qui nous permettra véritablement de bien les comprendre et trouver les solutions progressivement. Comme il a dit, on ne peut pas tout faire à la fois. Parce que personne n'est outillé même, a priori, pour dire je vais faire ceci, même dans un petit domaine. Mais quand on se situe dans le champ structurel, comme par exemple au niveau de la chefferie coutumière, hein, au niveau de la société, de l'organisation sociale, politique, économique, locale, dans un village comme Ayamé, même si elle est commune, nous disons toujours notre village, pour être au moins à ce niveau proche de nos réalités, de nos mentalités et de notre vécu. C'est aussi une petite dimension de l'approche que nous recherchons, l'Ayamé éternel, comme moi je l'appelle. C'est de s'appuyer sur l'existant des structures, de les faire renaître, de leur redonner de la vitalité, en encourageant, en accompagnant les acteurs de ces structures, les animateurs de ces structures, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les chefs religieux coutumiers, les chefs des familles, ceux qui font que nos structures d'organisation sociale, politique, économique ont existé et devraient pouvoir continuer. C'est par là que nous pourrons remettre en état de marche la chaîne des générations, qui est rompue à divers niveaux. Aujourd'hui, les jeunes, le respect, les valeurs cardinales qui font l'Africain, on les cherche à travers nos jeunes. Il n'y a plus de respect. L'obéissance encore moins. Tu es sur la voie là, tu vas passer, les jeunes gens sont en cercle, ils ne vont pas s'écarter pour te laisser passer. Hein. Ah non! Il faudra peut-être que tu leur dises, ah, poussez-vous pour que je passe. C'est symbolique, c'est hautement symbolique. Donc, il faut rétablir la chaîne des générations. Mais c'est à l'intérieur, à partir des structures, que ces structures-là doivent remettre le métier, l'ouvrage sur le métier, pour que ces valeurs-là soient réapprises, être vécues de nouveau, petit à petit, depuis petit. Mais ça suppose que ceux-mêmes qui sont les acteurs comprennent la nécessité de le faire. En dehors des guerres politiciennes, malheureusement, ce qui nous tue, surtout en Côte d'Ivoire, c'est la récupération, c'est la mainmise de la politique politicienne sur les institutions, sur la chefferie. La manipulation qui conduit à cette ostracisation de l'histoire où un homme politique peut décider de déplacer, par exemple, un chef-lieu d'autorité coutumière à un autre parce que c'est son village, à lui.
et réécrire et faire avaler le fait que non, c'était pas là-bas, mais c'est chez moi. Tout ça. Donc la réécriture de l'histoire et enlever l'authenticité. Voilà. Ce sont ces manipulations-là qu'il faut combattre aussi. Il faut combattre. Mais ça part des structures que nous avons. Il y a des reliques, je ne dis même pas des reliques, il y a des survivances. Il faut les remettre sur le métier. Il faut les remettre dans le vécu. C'est un travail de longue haleine à mon niveau et au niveau de mon chef de famille qui vient de bouger un peu. C'est ce que nous essayons modestement de faire, d'accompagner le roi qui est là, à telle enseigne que je suis toujours en réunion. Alors, je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir parce que vous êtes un homme très, très, très occupé. Nous sommes tout le temps. Nous avons énormément de chance de vous avoir. J'y crois. Et comme il a dit, si ça ne commence pas par quelqu'un, ça n'existera jamais. Nous avons peut-être le privilège d'essayer de commencer, de faire bouger les choses. Mais ça viendra. Ça viendra. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion du samedi de la fête de Pâques, un groupe de jeunes gens, et je m'en étais réjoui. Je devais même animer une conférence à l'occasion, mais j'étais tellement pris, mais on a reporté la conférence. Et tant que je peux, je fais des conférences. J'ai une conférence à l'occasion des 10 années du collège des pères qui est là-haut, là-bas. Ils m'ont demandé de venir parler de l'histoire d'Ayamé et de l'histoire du peuple haï. Je m'en suis revu, je suis déjà prêt. Voilà. Et ça, ce sont des contributions qui me font chaud au cœur. Et ils ont mis en place leur phare. Hier, j'ai évoqué ce concept-là, qui existe. Il est surtout pratiqué dans les sociétés autour du système lagunaire de la Côte d'Ivoire, dans les populations, les mêmes populations Aka, mais qui se sont installées plus anciennement que nous, mais sur le littoral, là, et autour du système lagunaire, au sud. Ce sont par exemple les Abourés, les Alajan, les Avikam, les Abigui, les Adjoukrou, les Ébriés. Voilà. Tous ces peuples-là sont des peuples Akan. Les Abais, les Atiers, ce sont des peuples Akan. Nous faisons partie de la même civilisation. Nous avons les mêmes valeurs de culture et de civilisation. Et ces peuples ont gardé cette forme d'organisation sociale et de gestion de la collectivité. À telle enseigne que, puisque la société est bâtie là-dessus et fonctionne et gérée à partir de cette structure-là, quand on n'est pas en activité, on n'est pas actif dans son phare, c'est-à-dire dans sa génération, dans sa classe d'âge, c'est comme si on s'est banni soi-même, de facto. De facto. À ça, il ne transige pas du tout. Si on n'est pas en règle vis-à-vis de sa classe d'âge, de sa génération, on s'exclut soi-même de la société. Parce que c'est sur la base des classes d'âge et des générations que fonctionne la société, que la société est gérée. Alors, il y a des survivances. Malheureusement, nous, le système de la royauté, le système de la chefferie, a fait que nous avons donné la priorité à la royauté. Et la royauté fonctionne sur un système d'organisation pyramidale qui part du roi jusque, disons, au chef de quartier. L'AI ne fait rien qui n'ait un chef. Il y a un chef en tout. Le roi, le chef central, il gouverne avec les chefs de famille. Les chefs de famille gouvernent avec les chefs de village. Les chefs de village gouvernent avec les chefs de quartier. Les chefs de quartier, voilà, ainsi de suite. Une société bien structurée. Voilà, pyramidale. Par contre, nous, dans les sociétés qui pratiquent le système des classes d'âge, et des générations, ce sont ces classes, ces entités sociologiquement constituées qui sont les détenteurs du pouvoir et les responsables de la gestion. Dans ces villages, dans ces structures-là, dans ces sociétés, chacun a un rôle qui est bien défini dans sa classe d'âge. Et chaque classe d'âge a son cahier sa feuille de route sur une échelle temps. Les classes d'âge sont, suivant les ethnies, subdivisées en tranches
de 7 ou 8 ans qui se renouvellent. Et quand on boucle un cycle de 7 fois 7 ans, alors on passe à une autre génération. Par exemple, sur les Ayuku, je crois que c'est 7 fois 7. Sur les Ébriers, je crois que c'est 7 fois 8, ainsi de suite. Voilà. À telle enseigne que un individu peut naître aujourd'hui et appartenir à la même génération que son père. Mais ils ne sont pas de la même classe d'âge. Voilà. Bon, donc, c'est quelque chose que, timidement, on a commencé à revisiter, à faire renaître. Parce que c'est dynamique. Quand les gens se pratiquent, se connaissent et s'autogèrent même à la limite, de façon à l'interne, ils se comprennent mieux. Ils partagent mieux leur vie, leur existence. C'est très dynamique. Alors, il y a ceux de la génération qui sont nés dans la fourchette de 70 jusqu'à maintenant, qui ont mis en place leur FA. Et c'est comme ça s'appelle le FA, la classe d'âge, la génération. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont, s'ils étaient dans les populations du système lagunaire, ce seraient les gestionnaires d'Ayamé. Alors, je sais que là, vous devez absolument partir. J'ai une dernière question. Quel appel vous faites à chaque Ivoirien afin que la Côte d'Ivoire, qui est en train de perdre son identité culturelle, qui est en train de s'occidentaliser, quel appel vous faites à chaque chef de famille afin que vous puissiez garder cette identité qui fait de vous, qui donne votre africanitude, votre identité? Qu'est-ce que chaque famille pourrait faire pour peut-être faire basculer les choses de l'autre côté et inverser la situation? C'est une responsabilité individuelle et collective. Chaque personne doit prendre conscience de ce que nous ne serons jamais des Blancs, nous ne serons jamais des Français, nous serons toujours des Africains. À ce titre, nous avons le devoir impérieux de transmettre notre africanité, de transmettre nos valeurs de culture et de civilisation, de les faire vivre, se pérenniser. Au tribunal de l'histoire, nous serons tous jugés dans la même balance. Si nous avons démissionné, et l'interpellation commence par la responsabilité des premières des parents, à l'intérieur des familles, par l'éducation, une éducation fondée sur l'apprentissage de nos langues par nos enfants. Parce que sans la langue, la maîtrise de la langue, la locution de sa langue familiale, maternelle, on n'est pas. Le français, c'est pas notre langue, c'est un outil de travail. C'était un simple outil de communication. On a beau être bon en français, on ne sera jamais le français. On ne sera jamais un français. On restera toujours africain et ivoirien. Alors, tant qu'à faire, que chacun comprenne que l'éducation est la base de tout. Elle est domestique d'abord. L'école ne fait que prêter son plateau en accompagnement, son soutien. Mais si nous, parents, nous démissionnons et que nous ne transmettons pas la langue, parce que la langue véhicule tout, véhicule et le savoir ancestral, et la culture, et les valeurs qui sont propres à nous. Sans cela, on fait fausse route. Et on fera toujours fausse route. Le français n'est pas venu nous éduquer, non. Il est venu nous asservir. Il est venu nous exploiter dans les relations de dominant à dominé. Qu'est-ce que le français nous apporte? Rien du tout. Même si nous trouvons sa langue belle, ben ça n'ajoute rien à notre identité, à notre personnalité intrinsèque. Il faut que chacun, individuellement, ensuite, dans les structures qui nous organisent, qui nous gèrent, les structures traditionnelles, qui sont porteuses de nos valeurs, qui sont le réceptacle de nos valeurs, que les génies créateurs de nos ancêtres ont mis en place et que nous devons enrichir et amplifier et faire vivre, il faut que ces structures-là soient sauvegardées, soient protégées, soient enrichies, soient pratiquées. C'est en cela que l'éveil va progressivement prendre et que la maturation aidant, nous allons peut-être, d'ici 2 générations encore, être un peu plus nous-mêmes, un peu mieux nous-mêmes. Vraiment, toi, tu as commencé de le faire. Hier, tu es venu au moment où
J'avais sommeil. Tu m'excuses, l'accueil n'a pas été ce Non, qui aurait c'était dû. parfaite. Non, loin de là. Je suis arrivée à J'ai voulu t'accueillir comme la fille dont tout Africain doit rêver d'avoir. La femme dont tout Africain doit rêver d'avoir. Et que tout Africain doit rêver d'avoir. Franchement, je Parce me que suis bien accueillie. Je suis arrivée à l'improviste. la hauteur de ta conscience au regard de la culture, au regard de la personnalité africaine, n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est louable, c'est admirable, c'est véritablement admirable. Merci. Il faut continuer ce chemin-là. Ici, on dirait, comme nous pratiquons la chefferie coutumière à la royauté, elle est née à la maison. Elle est née à la cour. Elle est née en bas du siège royal. C'est-à-dire, tu as reçu l'éducation qu'il faut. Tu es dépositaire de la culture qui permet aux autres de se construire. Que Dieu soutienne cela. Amen. Que Dieu soutienne cela. Amen. Et que Dieu soutienne cela. Merci, En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravissimo. Merci beaucoup. Alors, les amis, comme vous pouvez le voir, je suis très occupée. Maintenant, j'ajoute, je termine par là, à tout moment, si le temps le permet, si les circonstances de la vie le permettent, reviens. Et nous continuerons. Je reviendrai. Vous avez entendu ça, on a reçu une invitation. Alors, je vais vous laisser et je vais dire au revoir correctement parce que ça serait mal plus vite. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je suis... Finalement, on n'a même pas parlé d'Ayamé. Hein? C'est vrai, mais on reviendra. Voilà. On reviendra. Alors, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, les amis.